Le Psautier de Mayence, du fantastiqueur d'origine belge Jean Rey, entraîne son lecteur aux confins de l'espace et du temps. Cette nouvelle met en scène un voyage d'exploration océanique à bord d'un schooner à vapeur. Le propriétaire du navire, un certain maître d'école, en aurait fait l'acquisition grâce à la vente d'un incunable dont il aurait hérité, un célèbre recueil de psaumes du 15e siècle, imprimé à Mayence, d'où le nom donné au bateau, le Psautier de Mayence. Le maître d'école prétend mener une expérience à caractère scientifique, mais ne fournit aucun détail sur ce qu'il cherche au milieu de l'océan Atlantique. Plusieurs jours après avoir quitté la pointe septentrionale de l'Écosse, l'équipage est pris de nausées sans raison particulière. Le capitaine Ballister remarque par la suite qu'ils ont été entraînés dans un espace inconnu, dont certains postulent qu'il pourrait s'agir d'un autre plan de l'existence. L'équipage sera alors confronté à des êtres malveillants provenant du fond de la mer, auxquels seul le capitaine Ballister parviendra éventuellement à échapper, en détruisant un mystérieux cristal découvert dans la cabine du maître d'école. Repêché à bord d'un autre bateau, cette fois le North Caper, celui-ci parviendra à transmettre ce qu'il a vécu à quelques membres de l'équipage avant de trépasser. Le récit de Ballister suscite cependant plusieurs questions auxquelles nous ne trouvons que des réponses soit lacunaires, soit contradictoires. Où s'est retrouvé le Psautier de Mayence? Comment a-t-il atteint cette dimension étrangère? Qui est vraiment le maître d'école et quel est le véritable dessein de son entreprise? Plusieurs indéterminations présentes dans cette nouvelle datée de 1930 interrogent les frontières de la connaissance de l'époque, tant par le biais du fantastique que de l'anticipation scientifique. Nous verrons en premier lieu comment le Psautier de Mayence exploite les frontières de la connaissance et les croyances du public à travers le thème de l'exploration nordique, ainsi que par l'exploitation de notions scientifiques qui sont destinées à susciter un doute chez le lecteur quant à l'admissibilité des éléments qui sont mis en scène dans la nouvelle. En second lieu, on proposera de lire le Psautier de Mayence à travers un cadre de références mythiques, donc c'est la partie que vous présentera Rachel, en replaçant le récit de Jean Rey au sein de la tradition littéraire du voyage nautique vers l'inconnu. On analysera alors les diverses rencontres entre l'équipage et ces mystérieuses créatures provenant du fond de la mer, et on interrogera la figure du maître d'école à partir de certains indices qui sont disséminés dans le récit. Le trajet qui est emprunté par le Psautier de Mayence va relier la pointe nord de l'Écosse et une région inconnue de l'océan Atlantique, qu'on situe sur la carte assez approximativement à mi-chemin entre le Groenland et la Norvège. Donc on sait que le Nord, et particulièrement le Grand Nord, a très longtemps représenté une énigme irrésoluble aux yeux des sociétés occidentales. Au cours du 19e siècle, cependant, l'avancée des techniques de navigation finit par rendre possible des expéditions qui sont de plus en plus avancées vers le Nord, et par le fait même, la conquête de cette altérité géographique. À cette époque qui est dite glorieuse de l'exploration arctique, les mers du Nord se convertissent donc en lieu de voyage constant. Les expéditions jouissent du support des gouvernements, des académies scientifiques et du public. Il s'agit d'un moment historique pour la connaissance, étant donné que le simple fait de passer là où personne n'est jamais allé mène inévitablement à des découvertes d'envergure. On conçoit ainsi généralement la conquête du pôle Nord par le commodore Robert Peary en 1909 comme l'événement qui serait venu mettre un terme à un mythe tel que celui de la mer libre des pôles, une légende tenace qui date du 17e siècle selon laquelle les rayons solaires auraient créé une mer libre d'eau chaude au milieu de l'Arctique. La persistance de cette théorie s'explique évidemment du fait que personne ne savait vraiment ce qui se passait autour des pôles à l'époque. Plusieurs membres importants de la communauté scientifique soutenaient cependant l'idée prometteuse que la découverte de cette mer libre permettrait de traverser l'hémisphère nord et d'acquérir une position géostratégique d'importance. Elle a ainsi donné lieu, comme on se l'imagine, à de nombreuses explorations tant réelles qu'imaginaires. En 1865, Jules Verne, notamment, qui entretient des liens étroits avec la communauté scientifique et la Société géographique de Paris, met en scène dans les voyages et aventures du capitaine Hatteras une mer polaire peuplée d'espèces animales aux caractéristiques pour le moins fantasmagoriques. Bien que la conquête du pôle ait donc considérablement réduit l'espace qui était jadis alloué à l'inconnu et à l'imaginaire géographique, ce mouvement de rationalisation qui se développe autour du Nord ne met pas pour autant un terme à l'ensemble des mythes qui concernent la région nordique de l'Atlantique. Le Nord et les profondeurs de l'océan demeurent, on le sait, des frontières radicales, tant du point de vue géographique que de l'imaginaire, et il y a fort à parier
que cette altérité conserve une certaine résonance dans l'esprit du public à l'époque où Jean Rey écrit le Psautier de Mayence. On considère ainsi que la mise en scène de la disparition du psautier dans la région du 60e parallèle, quelque part à mi-chemin entre le Groenland et la Norvège, permet à l'écrivain de tirer parti d'un sentiment de peur mêlé de fascination pour l'inconnu, qui est toujours associé à l'exploration nordique dans l'imaginaire collectif. En comparant le récit du capitaine Ballister sur ce dont il a été témoin à bord du Psautier de Mayence, avec les descriptions de la mer libre des pôles produites par Jules Verne dans les voyages et aventures du capitaine Hatteras, je vais soutenir dans la suite de cette présentation que les quelques indications géographiques qui sont disséminées dans le texte font appel à un ensemble de croyances irrationnelles qui persistent, même 70 ans plus tard, autour de ces eaux. Les correspondances que je vais mettre en évidence entre les phénomènes décrits dans chacune des deux aventures nous permettent d'interroger le rôle de l'anticipation dans l'esthétique fantastique de Jean Rey, en observant notamment que le territoire de l'anticipation scientifique est délimité par une surnaturalisation des phénomènes qui sont décrits. Donc, dans chacun des deux extraits que j'ai mis en évidence, le texte remet d'abord en question la valeur des témoignages en soulignant la condition psychologique précaire des personnages. Donc, dans le passage tiré du roman de Jules Verne, le narrateur hétérodiégétique met en perspective la disposition d'esprit des voyageurs, qui sont à la fois très émus et supranerveux en atteignant la mer libre. Il est par conséquent difficile de se prononcer quant au singulier caractère d'intrancheté ainsi qu'à l'impression de surnaturelle pureté qui transparaissent dans les notes du docteur Clabonny. Dans le Psautier de Mayence, un procédé fort similaire s'accomplit par l'entremise d'un dialogue entre le capitaine Ballister et le personnage de Jelewin. En premier lieu, le capitaine met en doute ses propres fonctions psychologiques, puis c'est ensuite Jelewin qui met ce dernier en garde face à l'état d'esprit de l'ensemble de l'équipage. Donc je cite: « Avez-vous vu Jelewin, ou est-ce que j'ai la berlue? Non, monsieur, dit-il tout bas, vous avez tout vu, mais pour l'amour de Jésus-Christ, n'en dites rien aux autres, leur cerveau est déjà bien assez près de la folie. » Donc, les phénomènes décrits dans chacun des deux extraits correspondent ensuite de manière fort étonnante. Autour du Psautier de Mayence, le fond de la mer venait d'être embrasé par une vaste lueur sanglante, qui s'étendait sous le schooner. La clarté glissait sous la quille et illuminait par-dessous les voiles et les cordages. Phosphorescence à Sardège, regardez donc, souffla Jelewin. L'eau était devenue transparente comme une boule de verre. À une profondeur énorme, nous vîmes de grands massifs sombres aux formes irréelles. Il nous semblait survoler à une hauteur fantastique une ville de furieuse industrie. Cela grouillait d'une foule amorphe d'êtres aux contours mal définis qui vaquaient à je ne sais quelle besogne infernale. Donc, hormis l'influence un peu gothique qui semble peser sur le témoignage du capitaine, laquelle pourrait être due, rappelons-le, à la plume d'Archibald Reine, c'est ce littérateur sans gloire qui est chargé de transcrire le récit du défunt. Donc, on retrouve à peu de choses près, à part cette influence un peu gothique, la même description que celle de la mer libre du pôle dans les voyages et aventures du capitaine Hatteras. On remarque d'abord dans le roman de Jules Verne une correspondance au niveau de la transparence de l'eau, laquelle permet de fouiller la mer du regard jusqu'à des profondeurs incommensurables, si bien qu'il semble au personnage que ce bassin polaire fut également éclairé par-dessous à la manière d'un gigantesque aquarium. On retrouve de même dans les descriptions du docteur Clabonny cette impression que leur chaloupe est suspendue sur un abîme sans fond. Sans doute s'agit-il d'un phénomène électrique produit du fond des mers, infère le narrateur au sujet de la luminosité qui lui permet d'observer le fond marin et que Ballister considérait plutôt comme un phénomène phosphorescent. Il faut aussi souligner que les profondeurs de la mer libre n'en sont pas moins animées d'un spectacle dont le caractère presque surnaturel est bien mis en évidence. Les méduses mesurent près de 30 pieds de proportion. Des monstres marins frôlent la chaloupe de leurs nageoires énormes et redescendent en profondeur à la façon de spectres fantasmagoriques. Clabonny y aperçoit même un narval, fantastique comme la licorne, armé de sa défense longue, étroite et conique, outil merveilleux qui lui sert à scier les champs de glace et poursuivre les cétacés plus craintifs. Donc, on sent bien, je pense, à la lecture conjointe des deux extraits, l'influence du roman nordique de Verne ainsi que du mythe de la mer libre des pôles sur la nouvelle de Rey. On remarque d'ailleurs chez Jules Verne une insistance particulière sur le caractère à la fois étranger et fantastique de la faune marine, un élément que la nouvelle de Jean Rey ne manque pas d'exploiter à son tour.
afin de susciter l'angoisse chez le lecteur. Bien qu'il n'y ait pas à proprement parler d'exploration polaire dans le cas du psautier de Mayence, on remarque également que les phénomènes dont sont témoins les personnages sont mis en scène dans un espace tout aussi inexploré et tout aussi inconnu que celui décrit par Verne dans son roman de 65. C'est en effet à une distance équivalente à environ 8 jours de navigation en direction nord-ouest à partir de la pointe nord de l'Écosse que l'équipage constate que les constellations familières, grâce auxquelles on sait que les marins s'orientent dans l'océan, n'apparaissent plus et que celles-ci ont été remplacées, et je cite, par des astres inconnus aux groupements géométriques nouveaux. On comprend donc que le psautier de Mayence aurait littéralement quitté le monde que nous connaissons et abouti sur un autre plan de l'existence, un espace de la énième dimension. C'est du moins l'hypothèse avancée par J. Lewin, selon qui aucun espace terrestre, ni même martien ou vénusien, ne permettrait d'observer un tel phénomène sidéral. Passionné par les mathématiques, ainsi que la théorie de la relativité d'Albert Einstein, Jean Rey est reconnu pour son exploitation de notions scientifiques, grâce auxquelles il se permet d'introduire dans plusieurs de ses nouvelles fantastiques un monde surnaturel à l'intérieur de la réalité humaine. La théorie de la énième dimension, bien qu'elle ne constitue qu'une hypothèse dans le récit, est la seule qui ose se substituer à une sorte de perplexité générale qui règne à bord du psautier, et à laquelle le lecteur est donc, par conséquent, contraint de s'accrocher. Ce qui est d'ailleurs énoncé comme une certitude aux yeux de J. Lewin, c'est qu'un espace différent du nôtre, proprement dit, existe. Celui que nos rêves, par exemple, nous font discerner et qui présente sur un plan unique le passé, le présent et peut-être l'avenir. Le monde même des atomes et des électrons, avec des astres tourbillonnants, des espaces relatifs et immenses, une vie vertigineuse et mystérieuse. Donc, devant le mystère qui assaille l'équipage, le discours de J. Lewin établit une série de liens relativement confus entre les mystères du cosmos, l'inconnu associé au domaine de la physique quantique et le monde du rêve, qui revêt, dans la suite de ce passage qui est à l'écran, une connotation ésotérique. Dans la suite, que je ne lirai pas, mais qu'on peut voir à l'écran, on voit aussi que cette superposition-là des cadres de référence s'appuie sur une expertise qui est conférée à deux noms propres, Nordman et Lewis, dont on infère qu'ils correspondent à des figures d'autorité scientifique, mais que l'absence de prénom empêche d'identifier hors de tout doute. Et comme on l'a déjà montré, la justification de phénomènes surnaturels par l'évocation d'alibis scientifiques constitue bel et bien une stratégie de prédilection chez Jean Rey, et comme l'ont démontré les travaux de Marc Gaudreault, notamment dans son étude de La Ruelle ténébreuse, une autre nouvelle de Jean Rey, l'invocation de phénomènes physiques mêlés d'ésotérisme dans le cas qui nous intéresse peut suffire à jeter un doute chez le lecteur, mais elle ne résiste pas à l'analyse. Selon Gaudreault, le discours scientifique serait en fait appelé à agir de la même façon qu'une pseudo-science dans ce contexte. C'est un écran de fumée, de la poudre aux yeux pour tenter de justifier quelque chose d'injustifiable. La convocation de pseudo-experts et l'explication de phénomènes paranormaux grâce à des approximations scientifico-ésotériques dans le psautier de Mayence serait donc être considérée comme une stratégie qui permet surtout d'ancrer la fiction dans le réel, en générant un doute raisonnable chez le lecteur quant à la dimension fictive de ce qui lui est proposé. Là où Jules Verne s'appuyait sur des théories scientifiques reconnues, comme celle de la mer libre des pôles, afin de convier son lecteur à l'exploration d'une énigme géographique, on pourrait affirmer que l'esthétique fantastique de Jean Rey exploite à sa propre manière une altérité issue des brèches de la connaissance scientifique, lesquelles lui permettent de redonner vie à un ensemble de mythes certes vieillissants, mais toujours bien ancrés dans l'esprit des lecteurs. Je cède la parole pour la seconde partie à Rachel Bouvet. Bien, alors comme on l'a vu, ce récit s'inscrit dans la tradition du voyage nautique vers l'inconnu. La mer est une frontière de l'espace habité, dans la mesure où l'espace maritime empêche toute fixation. Il ne peut être que traversé. D'ailleurs, les marins sont des nomades à leur manière et les îles des oasis. La mer est une frontière aussi dans la mesure où le milieu aqueux représente une forme d'altérité radicale. Sans air, l'être humain ne peut pas vivre. Il lui faut remonter à la surface ou utiliser toutes sortes de techniques, les sous-marins, les tubas, les combinaisons de plongée, pour s'adapter à la vie sous-marine.
Le psautier de Mayence combine plusieurs motifs du voyage océanique. Le motif de la disparition du bateau et de son équipage, sauf que celui-ci n'est pas accompagné d'une silhouette blanche émergeant des profondeurs, comme dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, d'Edgar Allan Poe, ou dans le Sphinx des glaces de Jules Verne. Le motif de la pieuvre géante, comme dans 20 milieux sous les mers. On ne peut s'empêcher de penser à Lovecraft également, chez qui les voyages en mer occasionnent souvent des disparitions et des rencontres avec des céphalopodes, mais Ray ne connaissait pas son œuvre et vice-versa. Nous vous proposons de plonger maintenant dans les abysses du psautier de Mayence, dans cet espace occulte que constitue la mer, et de lire le texte à partir d'un cadre de référence mythique. Que sait-on des créatures habitant le fond des mers ? Le premier intrus qui aborde le navire est insaisissable. Je cite, « Une forme rapide pirouetta haut dans les airs et retomba au loin dans les flots. » L'observation des profondeurs laisse également une impression indéfinissable. Cela grouillait d'une foule amorphe d'êtres aux contours mal définis qui vaquaient à je ne sais quelle besogne fiévreuse et infernale. Le regard des marins curieux a-t-il été capté par l'une de ces créatures étranges ? C'est ce que le passage suivant nous laisse croire. Du fond de l'abîme, un de ces êtres venait de surgir avec une vélocité incroyable et en moins d'une seconde, son ombre immense nous masqua la cité sous-marine. C'était comme un flot d'encre s'épandant instantanément autour de nous. La quille reçut un coup violent. Dans la clarté écarlate, nous vîmes 3 énormes tentacules d'une hauteur de 3 mâts superposés battre hideusement l'espace et une formidable figure d'ombre, piquée de 2 yeux d'ambre liquide, se hausser à la hauteur de la muraille de bâbord et nous jeter un regard effroyable. J'en perds la voix. Le jet d'encre, les tentacules, les yeux d'ambre, le regard effroyable, la créature marine a tout l'air d'un poulpe, l'un des monstres les plus terribles qui soient, tapis dans les profondeurs de l'océan. Un terme qui sera d'ailleurs utilisé par J. Lewin et qui fait écho à Jean-François. Ce sont des monstres, des brutes ivres de sang et de meurtre, mais ce sont des marins. Dans son étude sur l'imaginaire du poulpe, Roger Caillois situe les origines du mythe au début du XIXe siècle dans l'ouvrage de Denis Montfort qui a publié en 1802 une histoire naturelle, générale et particulière des mollusques. Il insiste sur l'agressivité du poulpe, sur son caractère malfaisant et destructeur puisqu'il détruit pour détruire. C'est lui, écrit Caillois, qui, pour la première fois, en fait un monstre au sens moral du mot. Ces propos n'auraient pas eu beaucoup d'impact s'ils n'avaient pas été repris par des écrivains. Le mythe se propage grâce à 3 succès de librairie en une décennie, La mer de Michelet en 1861, Les travailleurs de la mer de Victor Hugo en 1866 et 20 milieux sous les mers de Jules Verne en 1869. À cela, on peut ajouter Les chants de Maldoror de Lautréamont, publié également en 69, mais pas aussi célèbre à l'époque que maintenant. Ainsi que l'écrit Victor Hugo, le monstre marin se nourrit de l'inconnu. À de certains moments, on serait tenté de le penser, l'insaisissable qui flotte dans nos songes rencontre dans le possible des aimants auxquels ces linéaments se prennent, et de ces obscures fixations du rêve, il sort des êtres. L'inconnu dispose de prodiges, et il s'en sert pour composer le monstre. La fascination pour le fantastique naturel repose en effet sur certains traits insolites de la faune et de la flore, ainsi que l'explique Caillois dans son livre intitulé La pieuvre, essai sur la logique de l'imaginaire. Peu de temps après la vogue du roman gothique et l'apparition de la littérature fantastique, la pieuvre correspond à l'émotivité ambiante. Ainsi éclot une fable nouvelle, je pense qu'il y a une citation, celle d'une énorme, enveloppante et gluante araignée marine qui guette le plongeur pour le vider de son sang et de sa chair, la pieuvre, création typique du romantisme. Le roman noir a généralisé le goût du mystère, de l'épouvante, des revenants, des forces obscures et maléfiques. Le poulpe est simplement porté par cette lame de fond.
Ajoutons que la pieuvre est souvent confondue avec un autre céphalopode, le calmar, une confusion présente autant chez Jules Verne qu'à l'Académie des sciences. Ce n'est pas la découverte de pieuvres géantes, mais de calmars géants en 1861 qui a ancré dans l'imaginaire le gigantisme de la pieuvre. Cela dit, au moment de la publication de son livre en 1973, Caillois ne connaît pas l'existence de l'Octopus d'Ofleini, le plus grand poulpe du monde qui mesure de 4 à 6 mètres d'envergure et qui vit dans le Pacifique sur la côte ouest des États-Unis. À vrai dire, je l'ai appris moi aussi il y a quelques semaines. Dans les années 70, les études sur les céphalopodes en sont encore à leur début. Là, c'est 1970, ça ne change pas. En réalité, le poulpe est un animal assez craintif, de petite taille en général, et il a sans doute plus de traits communs avec l'être humain que bien d'autres espèces marines. Parallèlement au monstre surgi des profondeurs, il en est un autre, insaisissable, beaucoup plus énigmatique, un monstre occulte en quelque sorte, puisqu'il reste tapi dans l'ombre. J'ai nommé le maître d'école. Après le sauvetage de Ballister, une forme humide et sombre sauta sur le pont. Nous vîmes alors avec un ahurissement indescriptible une sorte de clergyman en jaquette noire, ruisselant d'eau de mer, avec une petite tête aux yeux de braise ardente, nous fixant. Une bataille s'ensuit, au terme de laquelle il retourne à l'eau. Les marins repêchent, je cite, une défroque vide, 2 mains artificielles et une tête en cire y étaient attachées. Ma balle avait troué la perruque et cassé le nez. Afin de percer le secret de ce mannequin, les marins s'adressent au révérend Lemons, qui a parcouru le monde et sait bien des secrets de la mer et des terres sauvages, nous dit-on. Pour lui, l'indice le plus évident, c'est l'odeur. L'un des hommes croit identifier l'acide formique, l'autre le phosphore, mais le capitaine Cormon est catégorique, cela sent le poulpe. Que dire de cet indice olfactif livré à la dernière page, sinon qu'il nous pousse à reprendre la lecture depuis le début, à reconfigurer la signification du récit à partir de cette nouvelle donne. Je vous propose donc de relire le texte en suivant l'hypothèse du poulpe maître d'école. La première chose que nous devons admettre, c'est que nous sommes tombés dans le même piège que Ballister lors de sa première rencontre avec le maître d'école dans la taverne, que nous avons été complètement bernés par le récit. Comment en effet mettre en doute l'appartenance au genre humain de cet intellectuel qui possède un incunable, qui lit couramment le latin et qui apprécie la culture littéraire de son interlocuteur, grand amateur de Dickens et de Walter Scott. Certes, la terreur indicible du hooligan qui laisse échapper son verre et qui sort précipitamment de la taverne après avoir vu le maître d'école aurait pu nous servir d'avertissement. Mais comment expliquer le fait que ce pauvre diable soit le seul à percevoir la bête derrière le masque? La première véritable énigme concerne le lieu de rendez-vous, le Big Toe. On se demande pourquoi le maître d'école a choisi cet endroit difficile d'accès où des naufrageurs sont réputés attaquer les bateaux. C'est ce qui ne manque pas d'arriver d'ailleurs, sauf que les garçons dégringolent du haut de la falaise après s'être débattus, semble-t-il, contre quelque chose d'invisible. Une chose qui guettait dans la brèche, selon Friar Tuck, dont l'expression d'effroi n'échappe pas à ses collègues, surtout ceux qui savent qu'il est pourvu d'un 6e sens. Or, à bien y penser, quoi de plus naturel pour un poulpe que de se cacher dans une brèche ouverte dans la falaise? Ainsi que l'ont constaté les biologistes et les plongeurs, les pieuvres aiment se loger dans les failles des rochers. Dans un livre consacré aux pieuvres et sous-titré « La fin d'un malentendu », Jacques-Yves Cousteau et Philippe Diollet témoignent des expériences menées avec les pieuvres au cours de leurs expéditions sous-marines depuis les années 50. Ils mettent notamment en évidence leur capacité mimétique. Non seulement peuvent-elles changer de couleur, mais aussi de taille et d'apparence, se couvrir d'excroissance et de granulation, comme si leur peau avait une autre texture. Or, que fait notre maître d'école
sinon imiter le comportement de l'être humain et prendre son apparence. Le camouflage à l'aide des vêtements et de la perruque fonctionne très bien puisque personne ne soupçonne sa véritable nature. C'est aussi à partir des années 1970 que les biologistes commencent à mener des expériences sur le cerveau des poulpes. Après avoir suscité des réserves, l'intelligence de la pieuvre ne fait maintenant plus de doute, ainsi que l'expliquent 3 spécialistes des pieuvres dans Octopus, The Ocean's Intelligent Invertebrate. On ignore beaucoup de choses dans les années 30 au sujet de l'habitat des poulpes, qui s'avère beaucoup plus sophistiqué que ce que l'on croyait. Cousteau et Biolay ne cachent pas leur enthousiasme en décrivant un endroit du bassin méditerranéen qu'ils ont nommé Poulpeville, ou Octopus City, où l'espèce Octopus vulgaris a construit de véritables maisons. Comment ne pas faire un lien, là encore, avec cette cité sous-marine de furieuse industrie que les marins devinent au fond de l'eau? Pour composer son univers, Jeanret a capté l'insaisissable qui flotte dans les songes pour l'accrocher au linéament du possible en ce qui concerne la pieuvre. Le dernier linéament de cette lecture improbable concerne le regard du maître d'école, un regard qui fascine tous ceux qu'il rencontre. Or, les plongeurs sont unanimes sur ce point, ce sont les yeux des poulpes qui retiennent le plus l'attention, sans doute parce que ce sont parmi les invertébrés les animaux qui sont arrivés au plus haut degré de perfectionnement en ce qui concerne l'œil. Certains plongeurs avouent même avoir la nette impression d'être face à des êtres pensants quand ils observent l'attitude que prennent les pieuvres avant de poser une action. Que cherchait au juste le poulpe maître d'école en décidant d'affréter un bateau? Atteindre l'espace intercalaire où vivaient les siens? À quelle mystérieuse alchimie se livre-t-il dans sa cabine, d'où il ne sort qu'une fois par jour pour vérifier les coordonnées à l'aide d'un sextant? À quelle lecture magnifique s'emploie-t-il ce maître d'école à l'allure de clergyman? Le recueil de psaumes de Mayence a-t-il bien été vendu, ou doit-on le considérer comme l'un de ces livres magiques qui abondent dans les traditions occultes? Ce qui est sûr, c'est que l'acte de lecture recèle un mystère. Quand Jelywin apprend que des livres ont été embarqués, il se précipite dans la cabine. Sa lecture lui permet de percer le secret du maître d'école, mais il disparaît lui aussi après avoir laissé une note à Ballister lui enjoignant de brûler les livres. Quels sont les pouvoirs de la boîte en cristal dissimulée dans un livre? Celui qui confiait au capitaine que ses affaires ont un caractère plutôt scientifique, n'a-t-il pas toutes les apparences du savant fou lorsqu'il s'écrie « C'est la science, la plus grande science que tu vas détruire, damné ». Sa quête n'implique-t-elle pas la connaissance, la recherche d'une sorte de pierre philosophale? Alors dans la version préliminaire, il y avait aussi l'hypothèse de la radioactivité, puis après avoir entendu hier la communication sur le radium, on s'est dit que oui, effectivement, cette hypothèse du radium caché dans la boîte de cristal pourrait être une hypothèse intéressante. Je termine avec une conclusion sur l'altérité fantastique et l'altération. S'il s'agit d'une science occulte, force est de constater qu'elle nous échappe totalement. On a beau faire, risquer les hypothèses les plus saugrenues, on doit se rendre à l'évidence. Le chemin de la connaissance reste fermé. Nous sommes tenus à l'écart et nous n'avons d'autre choix que de renoncer à comprendre, à l'instar de l'équipage du North Cape. Mais là n'est pas l'essentiel. Si la lecture ne nous permet pas de percer le secret, elle nous amène malgré tout à glisser à travers les brèches du connu, à échapper pour un temps aux lois du monde réel. Le fantastique ne construit pas l'au-delà du présent, comme le fait le roman d'anticipation, mais un espace intercalaire dont les lois diffèrent de l'espace habituel. L'imagination ne se projette pas sur un axe temporel éloigné, elle s'infiltre dans les failles, elle évolue au gré des ruptures. Le fantastique met en pièces la continuité temporelle et spatiale, sans toutefois proposer une alternative. Il ne dure que le temps de cette crise. La distorsion spatio-temporelle ouvre des brèches,
des béances secrets par lesquels l'étrange peut s'infiltrer, à l'image des pieuvres qui se faufilent par n'importe quelle ouverture. Toujours aux prises avec l'altérité, le fantastique se propose moins d'inventer de nouvelles espèces ou de nouvelles planètes que de rejouer sans cesse le geste même de l'exploration, de rappeler les sentiments de peur mêlés à la fascination envers l'inconnu qui l'accompagne en les faisant vivre à son lecteur. En ce sens, c'est moins la rencontre de l'autre qui importe, la créature hybride matinée de poulpe et d'humanité, que ses effets sur nous, l'altération qu'elle engendre, notre propre transformation. En définitive, ce qui est visé, c'est notre capacité à gérer la détermination, à en apprécier les richesses quand elles s'inscrivent sous une forme littéraire, à s'émerveiller face au vertige de la pensée. Tout en frôlant le fantastique de la présence ou la littérature d'horreur avec ces entités monstrueuses qui s'échappent parfois de leur zone familière, le fantastique de Genré se situe dans le prolongement du fantastique de la détermination, avec la présence accrue de lacunes, de blancs, qui ont pour effet à la fois d'empêcher la construction d'une signification stable et de stimuler l'imagination du lecteur. Je vous remercie.